Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo est consacrée à la première séance de notre troisième chapitre sur les cristaux ioniques dans le premier thème de la cristallographie. Alors, commençons par les généralités et surtout je vais commencer par vous rappeler ce qu'on a vu dans la première vidéo sur les notions de base. À savoir que les cristaux ioniques sont constitués d'anions et de cations. Les anions et les cations forment un motif. Le motif doit être toujours neutre. Et ces éléments donc chargés qui constituent les motifs, je vais les représenter pour les cations avec des petites sphères jaunes et pour les anions avec des petites sphères oranges. Les cations seront appelés M, les anions X. Alors, pourquoi est-ce que je représente les cations avec de petites sphères et les anions avec de plus grandes sphères? Je pense que c'est évident, puisque un cation, c'est un atome qui a perdu des électrons. C'est pour ça qu'il est chargé plus. Il a perdu des électrons parce qu'il est électropositif. Et quand on perd des électrons, eh bien on perd du volume, puisque qu'est-ce qui fait le volume dans un atome? Ce sont ses électrons. Alors que les anions, c'est un atome qui a gagné des électrons. C'est un élément électronégatif et quand il gagne des électrons, c'est-à-dire qu'il gagne du volume, puisque, encore une fois, je rappelle que ce sont les électrons qui font les volumes des atomes. Donc, nous avons ici des éléments électropositifs. Où est-ce qu'ils sont situés dans le tableau périodique? Eh bien, en général, à gauche et en bas. Donc, pour faire simple, les éléments électropositifs, ce sont principalement les éléments métalliques. Alors que les électrons électronégatifs sont situés à droite, plutôt en haut, principalement les halogènes, les chalcogènes et puis un petit peu l'azote. Il est relativement électronégatif. Donc, X comme halogène. En règle générale, en chimie, nous notons X pour les halogènes, mais il n'y a pas que les halogènes, bien sûr, qui vont nous intéresser. Donc, voilà où sont situés nos cations et nos anions. Donc, les cations, ce sont généralement les éléments métalliques que nous avons vus dans le chapitre précédent. Et les anions, ils sont très peu présents dans le tableau, c'est-à-dire le groupe des halogènes, le groupe des chalcogènes principalement. Je rappelle donc qu'un motif doit être neutre, c'est-à-dire que si vous avez un cation M+, et un anion X-, donc il en faut X cation et M anion pour faire que ce motif soit neutre. Et donc, comme un cristal, ça veut dire que c'est un motif qu'on va répéter de manière régulière et que la cohésion des cristaux ioniques est assurée par une liaison ionique, donc la liaison ionique qui nous intéresse et qui donne de la cohésion au cristal, c'est celle qui est établie entre les motifs. Sachant qu'à l'intérieur du motif, bien entendu, nous avons une liaison ionique, mais celle-là, elle ne nous intéresse pas parce qu'elle existe même à l'état liquide. Donc, il s'agit de liaisons entre motifs, ce sont des liaisons fortes. Donc, comme pour les cristaux métalliques, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons essayer de mettre les motifs ongeants les uns à côté des autres pour représenter, bien sûr, ou concrétiser la force de cette liaison. Mais dans le cas des cristaux ioniques, nous avons un problème de stabilité lorsque on essaie d'assurer une tangence. Pourquoi? Bien entendu, pour que le cristal soit stable, il faut que les cations soient tangents à l'anion. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais on a un souci. Si
j'assure la tangence du cation d'un motif avec l'anion d'un autre motif? C'est que je risque d'avoir de la répulsion entre anions de deux différents motifs et entre cations de différents motifs, puisque cet anion, il lui est accolé un cation, parce que l'anion que je représente ici, c'est l'anion d'un motif. Et le cation que vous avez là, c'est le cation d'un autre motif. Donc, collé à ce cation, vous avez l'anion du même motif, et accolé à cet anion, vous avez le cation de ce motif. Donc, si on rapproche l'anion et le cation de deux motifs différents, il y a risque de répulsion entre cation des deux différents motifs et d'anion des deux différents motifs. Donc, nous avons un autre critère de stabilité, à savoir qu'il faut absolument empêcher le contact entre les anions de deux différents motifs. Bien entendu, aussi empêcher le contact entre les cations de deux différents motifs. Mais ce troisième cas, le contact entre cations, je n'ai pas besoin de l'établir parce qu'il est établi de fait. Si vous empêchez la tangence ou le contact entre anions, eh bien, automatiquement, vous allez empêcher le contact entre cations puisque les cations sont plus petits. Donc, si vous avez un cation accolé ici pour le motif de gauche, un cation accolé ici pour le motif de droite, si vous empêchez la tangence entre anions, eh bien, vous empêcherez automatiquement la tangence entre cations. Donc, nous ne sommes pas obligés de vérifier ce troisième critère de stabilité. Donc, pour les cristaux ioniques, nous devons vérifier deux critères de stabilité. La fameuse tangence que nous avons pour les métalliques, bien entendu, mais aussi la non-tangence entre éléments de même charge. Alors, au programme, vous avez 5 cristaux ioniques conventionnels. Mais attention, les exercices, les devoirs, les examens, le concours ne portent pas toujours sur ces 5 cristaux ioniques conventionnels. Mais l'esprit est le même. Alors, quels sont ces 5 cristaux que nous allons voir au programme? Eh bien, nous avons au programme les cristaux de type MX qui vont concerner cette vidéo, c'est-à-dire un cation, un anion. Nous avons les cristaux de type MX2, un cation pour deux anions, et même les mêmes deux anions, et vice-versa, si vous voulez, M2X, donc deux cations pour un anion. Ces deux cristaux ioniques feront l'objet de la prochaine vidéo. Nous allons ici nous consacrer sur les cristaux ioniques de type MX. Alors, comme on l'a fait pour les cristaux métalliques, il s'agit ici de faire leur carte d'identité, c'est-à-dire regarder la photo, c'est quoi ce métal, quel système cristallin, quel mode, et bien entendu, nous allons aussi travailler sur les critères de stabilité. Pourquoi? Parce que si j'ai un cristal de type MX, est-ce que forcément il va avoir la même structure cristallographique? Eh bien non, nous en avons 3. Nous avons des cristaux de type MX qui cristallisent comme le chlorure de césium. Il y en a qui cristallisent comme le chlorure de sodium et d'autres encore qui cristallisent comme le sulfure de zinc, ou on appelle cela le blinde. C'est un minerai, la blinde. Donc, il ne suffit pas d'avoir un cristal MX, il faut savoir à quel type structural il va appartenir. Donc, tous les cristaux MX ont l'un de ces 3 types structuraux. Alors, il y a aussi quelque chose on va dire, de simple ici à prendre en compte, c'est-à-dire que tous les cristaux que vous voyez ici cristallisent dans le système cubique, donc pas d'hexagonal pour les cristaux ioniques.
Alors, on y va. On commence par le premier cristal, le chlorure de césium. Donc, système cubique, on est tranquille. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut, première chose à faire, c'est de positionner le premier motif. Eh bien, pour positionner ce motif, il va falloir positionner les chlorures et le césium. Le chlorure est une sphère de rayon R- et le césium est une sphère plus petite de rayon R+. On va prendre l'habitude de positionner à l'origine l'ion le plus gros, à savoir l'anion, parce que nous allons travailler les critères de stabilité relativement à cet anion, puisqu'on va devoir après empêcher le contact anion-anion. Donc, je vais positionner mon premier motif, c'est-à-dire le chlorure, pour commencer, en 0,0,0, et se trouve le césium. Eh bien, le cation se trouve en 1,5, 1,5, 1,5. Voici le premier motif de mon cristal. Pour trouver les autres motifs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la translation. Pour savoir quelle translation je vais faire pour trouver les autres motifs, il faut que je sache, est-ce que mon chlorure de césium cristallise dans le mode P, I, F? Eh bien, il se trouve que le chlorure de césium cristallise dans le mode P. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour retrouver un deuxième motif, puis un troisième motif, je dois faire une translation de A et B et C. Voici les translations permises pour passer d'un motif à un autre. Alors, si je prends ce motif et que je fais une translation de B, mon anion va être ici, mais mon cation, il va appartenir à l'autre maille. Donc, je ne le prends pas. Si je fais une translation de ce motif de A, de ce côté-ci, mon anion va être ici, mais mon cation, il va appartenir à la maille qui est devant. Je ne le prends pas. Et si je fais une translation C, mon anion va être là et mon cation va être dans la maille qui est au-dessus. Je ne le prends pas non plus. Et si je continue comme ça toutes les translations, je vais me retrouver avec cette structure, cette photo d'identité du chlorure de césium. Attention, ce n'est pas une maille I centrée. On vérifie, on va calculer la multiplicité. Pour calculer la multiplicité, je dois savoir combien j'ai d'anions. 8 fois 1 huitième, c'est 1. Combien de cations? 1. 1 césium, 1 chlorure, ça me fait 1 chlorure de césium par maille. C'est bien une maille P. Alors, rien ne nous interdit de prendre comme origine le cation. Donc, si je veux prendre mon origine, le cation, je peux faire une translation. Là, c'est autre chose, hein, c'est une translation pour passer de l'anion au cation. Alors, déjà, je vais donner bien sûr les coordonnées de mon motif, d'accord? Donc, le chlorure, c'est 8 fois 1 huitième, donc c'est le représentant du sommet. Et le césium, le voilà, c'est 1,5, 1,5, 1,5. Si je fais une translation de combien pour passer de l'origine anion à l'origine cation? Vous l'avez compris, c'est une translation de 1,5, 1,5, 1,5. Et là, je peux avoir changé d'origine. Mon origine sera le chlorure de le césium, pardon, le cation, et bien entendu, au centre, vous allez avoir votre chlorure. Voilà. Voici, j'ai fait une translation de 1,5, 1,5. Voici la maille pour laquelle l'origine est, le césium. Et vous avez ici le chlorure au centre de cette maille. Ce chlorure-là, bien sûr, il est dans la maille d'en face. D'accord? Alors, on sait tout maintenant sur cette maille. Nous allons faire un petit calcul. Ah oui, j'ai oublié la coordinance, bien entendu. Alors, la coordinance, je vous rappelle que c'est le nombre des plus proches voisins. Donc, vous avez bien remarqué que le césium
hein, le cation est au centre de la maille cubique faite par le chlorure. Donc, il est entouré de 8 chlorures. Le césium est entouré de 8 chlorures. Et bien entendu, vous avez vu que quand on a fait une translation, notre chlorure est aussi entouré de césium. Donc, le chlorure a une coordinance de 8. On dit que la coordinance de CSCl est 8, 8. C'est-à-dire, si je veux décrire cette maille, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le césium forme une maille cubique et le chlorure occupe le site cubique de cette maille. Ou bien, les chlorures forment une maille cubique et le césium occupe le site cubique de cette maille. Donc l'un forme une maille cubique P et l'autre occupe le site cubique de cette maille. Passons maintenant au fameux critère de stabilité. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Il faut assurer la tangence entre cation et anion, selon quoi cette tangence va avoir lieu? Bien sûr, selon la grande diagonale de la maille. Donc, selon la diagonale de la maille, vous avez 2 Z- plus 2 Z plus est égal à racine de 3a. Ça, c'est la diagonale de la maille. Et il faut empêcher la tangence entre anion et anion. Où est-ce qu'il y a un risque de tangence? Eh bien, selon l'arête. C'est-à-dire que l'arête doit être plus grande que 2 rayons anioniques. Donc, selon l'arête de la maille, les 2 rayons anioniques doivent être plus petits que A. Alors, si je combine ces 2 équations, c'est-à-dire je vais remplacer A ici, et je divise le tout par R-, eh bien, je vais obtenir ce fameux critère de stabilité. R plus sur R- est supérieur à racine de 3 moins 1. Donc, vous le trouverez facilement. Hein. Racine de 3 moins 1 qui est égale à 0,732. Et bien sûr, il ne doit pas dépasser ou atteindre 1 puisque les rayons sont différents et le rayon anionique est plus grand. Donc voici le critère de stabilité pour savoir si n'importe quel cristal de type MX cristallise comme CSCl. Il vous suffit de prendre le rayon du cation et le rayon de l'anion, de faire le rapport et de regarder si ce rapport est compris entre Z0732 et 1. Si le rapport est compris entre ces deux valeurs, eh bien, votre cristal MX, quel que soit le cristal MX, vous dites qu'il cristallise comme CSCl ou selon CSCl. Bon, alors maintenant ça va aller vite puisque vous avez compris le principe. On passe à NaCl. De même, nous allons positionner le premier motif, c'est-à-dire positionner Cl de préférence à l'origine et positionner Na. Donc Cl est en 0, 0, 0, mais Na+, est cette fois-ci en 1,5, 0, 0. Voici notre premier motif. Pour retrouver les autres, on va faire des translations, mais pour faire cette translation, il faut que je sache si ma maille ou ma maille cubique, elle cristallise dans le mode P, F. Eh bien, il se trouve que la maille cristallise dans le mode F. D'ailleurs, tout le reste des mailles dans les cristaux ioniques cristalliseront dans le mode F. On est tranquille. Alors, puisque c'est le mode F, c'est-à-dire que nous allons retrouver nos autres motifs à partir du premier, etc., en faisant les 6 translations que nous avons déjà vues dans le cas des métalliques. C'est toujours la même chose pour le mode F. Donc, ABC, 1 demi A plus 1 demi B, 1 demi A plus 1 demi C, 1 demi B plus 1 demi C. Alors, on peut le faire. Regardez, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une translation de B. Donc, voici mon motif. Si je fais une translation de A, mon anion, je l'ai, mais mon cation, il appartient à la maille qui est à côté ou en face, hein, devant. Donc, on le prend pas. On ne garde que les éléments qui sont dans notre maille. Hein.
Par contre, si je fais une translation de C, ben, j'ai mon anion et mon cation. Faisons une translation de 1 demi A plus 1 demi B. Donc nous avons notre anion et notre cation. 1 demi B plus 1 demi C et 1 demi A plus 1 demi C. Vous pouvez continuer. Vous prenez celui-là, translation de A, de B, etc. Vous complétez et voilà ce que vous aurez. Qu'est-ce que vous voyez ici? Eh bien, vous voyez que l'anion forme une maille F, donc il y en a 4. Et les cations, où est-ce qu'ils sont? Ils sont au centre de la maille et au centre de toutes les arêtes. Ce sont bien entendu les positions des sites octaédriques. Combien est-ce qu'on a de sites octaédriques? 4. Alors, on peut du coup retrouver le fameux 4 motifs par maille pour une maille F. Si on veut donner les coordonnées de ces motifs, il faut donner les 4 coordonnées du cation et les 4 coordonnées de l'anion. Alors, bien sûr, on a dit que les anions forment une maille F, donc vous avez les fameux 4 coordonnées de la maille F, hein, que nous avons vu dans le métallique, et le sodium occupe les sites octaédriques de cette maille. Vous avez les 4 coordonnées des sites octaédriques que nous avons aussi vus précédemment. De même, je peux tout à fait changer d'origine, c'est-à-dire placer le sodium comme origine et le chlorure donc suivra. Qu'est-ce que ça va donner et quelle translation je vais faire pour passer de l'anion au cation? Bien sûr, un demi A, on peut aussi faire un demi B, on peut aussi faire un demi C. Donc vous avez 3 translations possibles pour passer de l'anion au cation. Et on se retrouve avec quoi si on fait ça? Eh bien voilà, j'efface l'ancienne. Eh bien, vous l'avez remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, nous avons les cations qui forment une maille F et les anions qui occupent les sites octaédriques. Donc, vous avez les coordonnées, bien sûr, inversées. Alors, quelle est la coordinance? Vous l'avez compris aussi, je suppose, puisque l'un occupe les sites octa de l'autre, ça va nous faire une coordinance 6, 6, bien entendu. Donc, le sodium est entouré de 6 chlorures et le chlorure est entouré de 6 sodium, c'est-à-dire pour décrire ce type de maille, on dit que l'un des ions forme une maille F et l'autre ion occupe ces sites octaédriques. Critère de stabilité? Alors, à quel niveau nous avons tangence entre anion et cation? Au niveau, bien sûr, de l'arête de la maille. Donc, vous avez 2 rayons positifs plus 2 rayons négatifs est égal à A. Et selon quoi on va empêcher le contact? Je vous rappelle que pour une maille F dans les métalliques, vous aviez contact selon la diagonale d'une face. Donc, nous allons empêcher le contact selon la diagonale d'une face. La diagonale d'une face, qui est racine de 2A, doit être plus grande que les 4 rayons anioniques que vous avez ici. On va faire comme tout à l'heure pour le chlorure de césium, c'est-à-dire que ce A, on va le remplacer ici. On divise le tout par R- et on se retrouve avec quoi? Le critère de stabilité, dans ce cas-ci, on se retrouve avec R plus sur R- supérieur à racine de 2 moins 1, 0,414. Ça vous rappelle de toute façon tout ceci, le site octaédrique, n'est-ce pas? Et on ne doit pas dépasser, bien sûr, le rapport de tout à l'heure pour le chlorure de césium. Donc, si vous avez un cristal de type MX, vous voulez savoir si il cristallise comme CSCl ou NaCl, eh bien vous faites le rapport. Si ce rapport est compris entre 0,414 et 0,732, il cristallise comme NaCl. Bien sûr, s'il est compris entre 0,732 et 1, il cristallisera comme CS.
Cl. Voilà. Je vais maintenant terminer par le dernier. Là, je suis sûre que vous avez tout compris parce que on a travaillé sur les sites cubiques, les sites octaédriques. Et bien entendu, il ne nous reste plus que les sites tétraédriques à occuper. Alors, la blinde, on va positionner notre soufre à l'origine. Et où se trouve le Zn, le zinc? Bien sûr, en un quart, un quart, un quart. Alors, pour positionner ces éléments et ces sphères en un quart, un quart, un quart, je vous incite à chaque fois à tracer un petit cube à l'intérieur du grand cube. Ce petit cube a bien sûr un paramètre de A sur 2. Comme ça, vous pouvez positionner donc tous les sommets de ce petit cube sans un quart. Hein, un quart, trois quarts, un quart, trois quarts, etc. Donc voici un quart, un quart, un quart. Cette maille, elle est F aussi. Donc pour retrouver tous les autres motifs, nous allons faire les mêmes translations. Donc si je fais une translation de A, vous êtes d'accord que le cation, il ne va pas appartenir à cette maille. Translation de B, le cation n'appartiendra pas à cette maille. Translation de C, le cation n'appartiendra pas non plus à cette maille. Par contre, si je fais un demi A, un demi B, eh bien, le cation appartient à cette maille. Il est sur le sommet du petit cube, là, hein, selon la diagonale de la face du petit cube. Encore une translation d'un demi B plus d'un demi A et un demi C. Vous avez le cation ici, hein, sur un autre sommet du petit cube, et puis un demi B, un demi C, vous avez le cation sur le petit sommet d'un petit cube. C'est tout ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire pour les petits cations. Hein. Donc, ils vont occuper un sommet sur deux du petit cube qui est à l'intérieur. Bien sûr, les sphères oranges, donc les anions, ils vont former une maille F. Donc, voici la maille devant vous. Comment on peut la décrire? L'anion forme une maille F et les cations occupent un site tétraédrique sur deux, pas tous les sites tétraédriques. Donc je peux donner les coordonnées de ces motifs, bien sûr 4, hein, Zn, vous avez compris, vous avez 4 zinc, puisque 4 sites tétraédriques, et vous avez 4 soufres, puisque le soufre forme une maille F. Les coordonnées, vous avez le soufre, les coordonnées d'une maille F. Et pour le zinc, vous devez prendre 6 tétraédriques sur 2. Alors, parce qu'il y en a 8. Pour ne pas vous tromper, je vous invite à, même dans votre brouillon, à faire une petite projection sur AB. Je ne représente que les petites sphères jaunes, hein, c'est ça ce que je veux. Hein. Je n'ai pas représenté ici le soufre. Et vous allez mettre vos 4 qui vont former un carré quand vous le regardez au-dessus. Et pour le premier, selon C, donc c'est un quart, trois quarts, quart, trois quarts. Vous faites par alternance, un quart, un, trois, un, trois. Et là, vous pouvez les retrouver facilement. Regardez, donc vous avez ici, pour celui-là, vous avez un quart A, un quart B et un quart C. Celui-là, vous avez trois quarts A, un quart B et trois quarts C. Celui-là, c'est trois quarts A, trois quarts B et un quart C. Et celui-là, un quart A, trois quarts B et trois quarts C. Donc, vous les aurez, les 4, sans vous tromper. Alors, comme tout à l'heure, on peut tout à fait aussi faire une translation. La translation, elle est de un quart, un quart, un quart, pour passer de l'origine anion à l'origine cation. Alors, ici, je vais faire simple. Voilà, hein, quand je fais la vous voyez ici. Donc, si je fais, voilà mon petit cube hein, jaune. Hein, donc, celui-là, je vais le choisir comme origine. Donc, je vais faire un quart, un quart, un quart. Donc, celui-là, il va être à l'origine. Et vous voyez que ceux-là qui étaient dans les sites tétraédriques deviennent dans le centre des faces. Alors, je ne complète pas parce que ça complique le schéma, mais c'est toujours de la même façon. Donc, vous inversez, ce qui fait que les cations vont former une maille F et les anions vont occuper un site tétraédrique sur deux par alternance. Critères de stabilité. Alors,
vous avez... ah oui, la tangence, la coordinance, on est tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Puisque l'un forme une maille F et l'autre occupe les sites tétraédriques, donc entourés de 4, et vice-versa. Les critères de stabilité, donc comment est-ce qu'on retrouve la tangence anion-cation? Eh bien, il faut tracer ce fameux petit cube, le huitième de la maille. Vous voyez le huitième de la maille? À l'intérieur, vous avez le site tétraédrique. Donc, la tangence se fait quoi entre anion et cation? Selon la demi-diagonale, la demi-diagonale du petit cube de paramètre A sur 2. Donc, demi-diagonale, 1 demi. La diagonale d'un cube, c'est racine de 3, mais de paramètre 1 sur 2, donc c'est racine de 3 A sur 2. Donc, la demi-diagonale du petit cube de paramètre A sur 2, vous avez un rayon plus et un rayon moins. Et comme tout à l'heure, on va éviter la tangence où? Bien sûr, selon la face de la maille. Donc 4R- ici doivent être plus petits que racine de 2A. Vous faites la même chose, donc A, on remplace A ici, etc. Et on divise le tout par R-. Et quelle surprise! Le rapport entre cation et anion va nous donner le fameux racine de 3 sur 2 moins 1 des fameux sites tétraédriques. Donc c'est 0,225. Et il ne faut pas dépasser 0,414, sinon on va tomber sur NaCl. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. À la prochaine alors vidéo.